Retour sur le plateau de Secrets d'actualité. Nous revenons ce soir sur ces grands événements qui n'ont pas encore révélé tout leur mystère. Au début des années 90, Bernard Tapie paraît inébranlable. Sa force de séduction va des quartiers nord de Marseille jusqu'au plus haut sommet de l'État. L'homme passionne et intrigue et beaucoup se demandent ce qui pourra bien l'arrêter. Eh bien, c'est un simple match de championnat de France de football qui va briser cette ascension. À quelques jours de la finale de la Coupe d'Europe, le 20 mai 1993, son équipe, l'Olympique de Marseille, affronte dans le nord de la France, Valenciennes. Ce soir-là, le match est truqué. L'OM a tout simplement acheté des joueurs de l'équipe adverse. Vous vous en souvenez certainement, l'affaire OMVA fait à l'époque l'effet d'une bombe. Car pour la première fois dans le football, une affaire de corruption éclate au grand jour. Alors Jean-Marie Gouet, Guy Lagache, vous avez enquêté durant plusieurs mois sur cette affaire OMVA. 7 ans après les faits, est-ce que le grand public ne sait pas déjà tout sur cette affaire? Est-ce qu'on va apprendre des choses ce soir? Absolument. On va apprendre notamment que le match du 20 mai 1993 a été préparé par Marseille un mois plus tôt. On va apprendre également qui a réellement décidé d'acheter les joueurs de Valenciennes, comment le scénario de la triche a-t-il été échafaudé, et enfin, d'où venait l'argent de la corruption. Et pour répondre à ces questions, nous avons retrouvé un certain nombre de protagonistes qui n'avaient jusqu'à présent jamais parlé à la télévision. C'est le cas de Jean-Pierre Bernès, le directeur général de l'OM. C'est le cas aussi de Jean-Jacques Edli, un joueur de l'OM, intermédiaire de la corruption. Et tous les deux vont nous raconter comment ils ont vécu de l'intérieur cette affaire. Alors ce match de foot, VA-OM, était diffusé devant les caméras de télévision. Et pourtant on ne s'est aperçu de rien. Absolument. Si vous étiez devant votre poste de télévision ce soir-là, vous n'avez rien pu voir. Pourquoi ? Parce que quand on triche sur un terrain de football, quand vous êtes un joueur professionnel bien entendu, c'est absolument invisible. Car l'objectif pour ces gens-là, c'est bien évidemment de faire semblant de jouer sans que ça se voit. Alors ce match, vous l'avez disséqué au ralenti, regardé, et puis surtout vous avez de nouveaux témoignages. Voilà, on a retrouvé des gens qui étaient le soir du match autour du terrain, qui ne se sont jamais exprimés, même pas devant la justice. C'est le cas du kinésithérapeute par exemple, de l'arbitre, et qui racontent pour la première fois leur vision de cette soirée, parce qu'ils avaient en effet remarqué des choses troublantes. Alors pourquoi cette affaire a fait autant de bruit? Est-ce que c'est pas tout simplement parce que le personnage central de cette affaire, c'est Bernard Tapie? Bernard Tapie d'ailleurs qui nie encore les faits aujourd'hui. Bon, Bernard Tapie a beau nier les faits aujourd'hui, il n'empêche qu'à l'époque, Bernard Tapie a fait pression sur la justice, sur le procureur de Montgolfier, on va le voir, sur le juge Béfi également, on va le voir, pour que l'affaire soit purement et simplement enterré. Bernard Tapie qui était condamné pour cette affaire. Absolument. Et Bernard Tapie a reçu un soutien extraordinaire au plus haut sommet de l'État du président de la République lui-même, François Mitterrand, qui s'est exprimé à la télévision devant des millions de personnes pour défendre son ancien ministre de la Mine. Un fameux 14 juillet. Et 7 ans après les faits, est-ce que vous avez parlé de pression, de menaces, est-ce que cette pression existe encore sur les témoins que vous avez rencontrés? On s'aperçoit, si vous voulez, que 7 ans après les faits, Bernard Tapie a beau avoir quitté le monde du football, il fait encore peur à beaucoup de gens dans ce milieu-là. Un exemple, Jean-Jacques Edli, ex-joueur de l'OM, intermédiaire de la corruption. Eh bien, Jean-Jacques Edli, aujourd'hui, vit dans un autre pays, en Suisse. Il joue dans un autre club. Et pourtant, lors de la préparation de cette enquête avec Jean-Marie, quand on a rencontré Jean-Jacques Edli, il nous a expliqué très clairement qu'il craignait des représailles de son ancien patron, en l'occurrence Bernard Tapie, et qu'il ne se sentait absolument pas à l'aise pour parler de cette histoire. Et Jean-Pierre Bernès? Même chose, Jean-Pierre Bernès, lui qui est donc le directeur général de l'OM, le bras droit de Bernard Tapie, qui a longuement réfléchi avant de dire oui à l'interview. Lui, il craint beaucoup la réaction des supporters de l'OM à l'issue de la diffusion de cette émission. Des supporters de l'OM qui sont, c'est vrai, encore aujourd'hui très nostalgiques de l'époque Bernard Tapie. Jean-Pierre Bernès qui vit toujours aujourd'hui à Marseille. Alors comment s'est déroulée la corruption de ce match? Vous allez pour la première fois voir ce soir sous vos yeux se dérouler le scénario heure par heure et jour après jour. Quel a été le rôle de Bernard Tapie dans cette affaire? OMVA, histoire secrète d'un match truqué. C'est un document exclusif signé Jean-Marie Gouet et Guy Lagache avec la collaboration de Stéphane Saint-Raymond, Jean-Philippe Amar et Raphaël Bourdelon. A gagné la Coupe d'Europe. Didier Deschamps l'a bien en main. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC. Quelle soirée, mes amis! L'événement est historique. Bernard Tapie ne peut contenir son émotion. L'OM vient de battre Milan 1-0. Pour la première fois dans l'histoire, un club français devient champion d'Europe. Cette coupe, Bernard Tapie la voulait à tout prix. Mais pour en arriver là, il a fallu d'abord régler un petit problème.
Au début du mois de mai, les joueurs de Marseille n'ont qu'une idée en tête, gagner la finale de la Coupe d'Europe. Mais avant cela, Marseille doit jouer un dernier match. Le 20 mai, l'OM va se rendre dans le nord de la France, à Valenciennes, pour rencontrer l'équipe de la ville, VA, un petit club pratiquement dernier du championnat. Un match de routine. Marseille est sûr de gagner cette rencontre, mais a tout de même une inquiétude que ses joueurs se blessent avant la finale de la Coupe d'Europe. Alors l'OM, qui veut préserver son équipe, a une idée. Acheter des joueurs du club de Valenciennes pour qu'ils ne jouent pas à fond le match. Pour la première fois, des protagonistes de l'affaire parlent. Voici comment est née, à Marseille, la corruption du match OM-VA. C'est un jour Tapie qui appelle en disant qu'il faut essayer de trouver une solution pour que ce match se passe dans les bonnes conditions et normalement, quoi, hein, qu'il n'y ait pas de problème pour nous. Je pense que c'était plutôt dans la crainte de voir peut-être des éléments de l'équipe blessés. Ou, enfin, c'était quand même 4 jours avant une échéance, par contre, très importante, qui était la finale de la Coupe des Champions. Voilà, donc la décision est prise comme ça. Bon, moi, quand j'entends ça, je dis, Bernard, l'effectif de Marseille, l'effectif de Valenciennes, il y a quand même une grosse différence. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de Valenciennes. Vous prenez l'effectif de Marseille et l'effectif de Valenciennes, vous jouez 10 fois, vous allez gagner 10 fois. En d'autres termes, Jean-Pierre Bernès reçoit l'ordre de contacter les meilleurs joueurs de l'équipe de Valenciennes pour qu'ils laissent gagner l'OM. Dans un premier temps, Bernès refuse. On m'a demandé de m'en occuper. Bon, moi, je connaissais pas du tout le joueur de Valenciennes. Je ne me sentais pas de faire cette approche-là et j'ai refusé de la faire. C'est ce jour-là, sur le bateau de Bernard Tapie, que la corruption du match contre Valenciennes est organisée. Nous sommes à 4 jours de la rencontre et Bernard Tapie reçoit sur son bateau l'émission Téléfoot. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un téléfoot exceptionnel que nous vous proposons. 6 caméras pour une gigantesque opération publicitaire autour de l'OM. Et dans quelques instants, nous allons retrouver sur le superbe bateau de Bernard Tapie. À bord, les joueurs de Marseille sont reçus comme des princes. C'était un grand moment, quoi, pour nous tous, je pense. Bon, d'abord parce qu'on était sur un bateau fantastique. C'était merveilleux, quoi. Et puis, on se sentait bien, quoi. On se sentait fort, on se sentait bien. Et puis bon, en plus de tous sur ce gros bateau, on se sentait vraiment fort. Alors Bernard, le chapitre Coupe d'Europe, Dieu sait que c'est un chapitre important. Marseille gagne, Marseille perd. Que fait Bernard Tapie la saison prochaine? Il reste président de l'Olympique de Marseille? Vous doutez bien que c'est pas lié à la victoire dans la Coupe d'Europe. Bernard Tapie l'a toujours nié, mais Jean-Pierre Bernès l'affirme aujourd'hui publiquement. C'est bien à bord du Phocéa, avant le début de cette émission, que le scénario de la triche du match contre Valenciennes est échafaudé. On arrive sur le bateau, donc on arrive et là, à ce moment-là, il y a Bernard Tapie qui m'appelle et qui me dit « Bon voilà, puisque tu n'as pas voulu t'en occuper, je m'en suis occupé et Jean-Jacques Edely va arranger tout ça, il connaît les joueurs. » On me demande tout simplement de contacter par téléphone donc Christophe Robert, avec qui j'ai joué 13 ans à Nantes, Georges Bourchaga, avec qui j'ai joué 10 ans ou 12 ans, et puis Jacques Glassman, avec qui j'ai joué 1 an. La mission de Jean-Jacques Edely est simple, contacter Christophe Robert, Georges Bourchaga et Jacques Glassman, l'épine dorsale de l'équipe de Valenciennes, et leur demander de lever le pied pour laisser gagner l'OM. C'est par amitié ou sympathie de rentrer en contact avec eux pour... sois gentil avec nous, quoi. Voilà. Sur le Phocéa, ce jour-là, il n'est pas encore question d'argent. Jean-Jacques Edly doit simplement approcher ses amis de Valenciennes, une mission plutôt difficile à refuser. Bon, on était aux ordres quand même à l'OM. Je veux dire, quand on nous parlait, donc on était quand même censé l'écouter. Hein. On ne peut pas se permettre de dire, bon, écoutez, moi j'ai autre chose à faire, je vais boire un jeu d'orange, quoi. Vous avez plus le choix de dire non? Non. Parce que là, je suis sûr que je joue pas contre VA et je suis sûr que je joue pas à la finale de Coupe d'Europe. C'est clair, net et précis. Ce soir, l'OM va corrompre les joueurs de Valenciennes. Finalement, Jean-Pierre Bernès accepte de superviser l'opération avec Jean-Jacques Edly,
La veille du match, ils prennent contact avec l'un des joueurs de Valenciennes. La veille du départ à Valenciennes, on se retrouve dans le local dans le vestiaire du docteur. Plus personne autour, c'était dans un bureau, tous les deux, et puis téléphone, quoi. Et à ce moment-là, Edeli, devant moi, appelle Robert et il dit, voilà, ce soir, il y a Bernès qui va t'appeler. Christophe me répond, ok, pas de problème. Ce soir, à 9h, je serai dans la chambre avec un tel et un tel. Christophe Robert accepte sans sourciller. Ce soir, avec ses coéquipiers de Valenciennes, Georges Burruchaga et Jacques Glassman, ils attendront le coup de fil des Marseillais. Ah ben lui, il a compris tout de suite. Lui, il a dit tout de suite oui, là. Mais vous lui expliquez quoi en ligne? Christophe, il y a un dirigeant de Marseille qui veut te téléphoner ce soir à 9h à l'hôtel, il veut te parler. Moi, il m'a fait comprendre qu'il avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. Christophe Robert n'est probablement pas surpris, car dans le milieu du football, des rumeurs circulent sur ce genre de pratique. Demain, si lui et ses coéquipiers lèvent le pied, ils recevront de l'argent. Et à l'OM, ce n'est pas cela qui manque. L'argent est venu du club. Voilà, tout simplement, on était en pleine période de location de la billetterie de la finale de la Coupe d'Europe. Des espèces, il y en avait beaucoup, donc c'était pas compliqué de sortir à l'époque du Grand Marseille et d'avoir 250 000 francs en espèces. C'était pas compliqué, quoi. 250 000 francs, ce n'est qu'un acompte. Si les 3 joueurs de Valenciennes respectent le contrat, ils toucheront au final 600 000 francs à se partager quelques jours après le match. La veille de la rencontre, l'équipe de l'OM quitte le stade, direction Valenciennes. Reste un dernier détail à régler, sortir discrètement l'argent des caisses du club. À l'OM, l'argent ne se trouve pas physiquement au stade, mais au siège du club, situé à quelques centaines de mètres de là. Alors pendant que le bus roule, un employé de l'Olympique de Marseille le rattrape pour remettre en main propre les 250 000 francs à Jean-Pierre Bernès. En cours de route, on m'a remis l'enveloppe. La fameuse enveloppe. On a arrêté le bus sur la voie des bus et on m'a remis l'enveloppe que j'ai remis à Edeli. Le rendez-vous de la corruption a lieu dans quelques minutes. Les joueurs de Marseille dorment au Novotel de Valenciennes. Jean-Jacques Edli occupe cette chambre. Juste en face, il y a celle de Jean-Pierre Bernès, la chambre 234. Et c'est d'ici qu'ils vont appeler les 3 joueurs de Valenciennes pour mettre au point les modalités pratiques de la corruption. Le coup de téléphone part de l'hôtel Novotel, où sont logés les joueurs de Marseille, vers l'hôtel du Lac, à quelques kilomètres de là. L'hôtel du Lac, c'est là que dorment les joueurs de Valenciennes. Dans une chambre, Glassman, Robert et Burruchaga attendent comme convenu le coup de fil. J'arrive dans la chambre de Christophe où Georges était allongé sur le lit. Et donc on commence à discuter de ça. Et bon, le téléphone sonne vers, je sais pas, 21h, 21h30, quoi. Donc je lui fais la proposition qu'on m'avait transmise de faire. Et à ce moment-là, je parle aux 3 joueurs. Ils me proposent une somme d'argent si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Tout le monde est d'accord. Et donc pour moi, voilà, j'appelle Tapi, je dis voilà, j'ai eu les joueurs, c'est réglé. Le scénario des dirigeants marseillais fonctionne à merveille. Les joueurs de Valenciennes ont accepté de faire semblant de jouer demain. Il faut maintenant les payer. Il est 22h. C'est Marie-Christine Robert, la femme d'un des joueurs de Valenciennes, qui vient chercher l'enveloppe de 250 000 francs. À son arrivée sur le parking du Novotel, Jean-Jacques Edli l'attend. La transaction ne dure que quelques minutes et la nuit passe. Le lendemain matin, Jacques Glassman, un des 3 joueurs contactés, change d'avis. Pour la première fois dans l'histoire du football français, un joueur va parler. Plus tard, on le surnommera la balance. Celui à qui il va se confier quelques heures avant le début du match s'appelle Boro Primorac, son entraîneur. Je suis allé voir notre coach, quoi, M. Primorac. Et puis là, bon, je lui ai tout raconté. Il fallait absolument que ça sorte parce que de toute façon... Que vous a dit Primorac, votre entraîneur?
Lui, il m'a dit que il était un petit peu au courant de ces affaires-là, qu'il avait déjà entendu parler de ces pratiques. Et puis que il fallait surtout pas que ça me perturbe, qu'il fallait que je prépare mon match, tout ça. Pour Boro Primorac, les révélations de Glassman sont explosives. L'entraîneur décide alors d'alerter son supérieur. L'entraîneur Boro Primorac m'attend sur le parking. Il était confit, blanc, livide, disant écoutez, président, Glassman est venu m'informer qu'il y avait une tentative de corruption de certains joueurs de l'équipe. Et quels joueurs? C'est à ce moment-là qu'il me nomme Christophe Robert et Boruchaga. Pour vérifier ce que dit Jacques Glassman, les dirigeants de Valenciennes vont interroger les 2 autres joueurs contactés par l'OM. D'abord, Jorge Boruchaga, ancien champion du monde argentin. Il réfute totalement et voilà. Il dit non, absolument pas. Vous ne vous rendez pas compte, moi je suis champion du monde avec l'Argentine, je suis pas du tout dans une... Je suis pas ce genre de personne, quoi. Je veux dire, on fait des insinuations, c'est très très difficile d'aller voir quelqu'un sans aucune preuve et de commencer à l'accuser. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a juré sur la tête de ses enfants qu'en ce qui le concerne, il s'était strictement rien passé, qu'il n'avait jamais reçu aucun coup de fil et qu'il n'avait jamais même été contacté. Après Boruchaga, les 2 dirigeants de Valenciennes vont voir Christophe Robert. Cette fois, le ton monte. Et à ce moment-là, il commence à s'énerver, du genre et puis si vous voulez pas qu'on joue le match, on joue pas le match, et j'en ai marre de ces accusations. Enfin, il monte violemment le ton. Le président lui dit attention, s'il y a eu quelque chose, il faut bien prendre ses responsabilités dans la vie et il y a peut-être, c'est peut-être le moment de le dire. J'ai dit à Robert précisément, j'espère que tu n'as pas trahi ton club. Et parce que tu sais, compte tenu des jeunes qui se battent dans ce club, si moi j'étais à leur place et que j'apprends que tu as trahi, c'est des coups à se faire prendre un coup de fusil dans le genou. Michel Cuencas est furieux. Il n'est pas convaincu par ce qu'il vient d'entendre. Nous sommes à 1 heure du match et en coulisses, Valenciennes va tenter un coup de poker. Muni du témoignage de Jacques Glassman, Michel Cuencas cherche à rencontrer les dirigeants de l'Olympique de Marseille. J'intercepte Bernays, je l'appelle, je dis écoutez, voilà ce qui se passe, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à ce moment-là, il me dit moi je suis au courant de rien, de toute façon Bernard arrive, vous expliquerez avec Bernard. Jean-Pierre Bernays prévient aussitôt son patron, Bernard Tapie. Les 2 hommes l'ont bien compris, quelqu'un a vendu la mèche. Et à ce moment-là, je lui dis voilà, il y a des dirigeants de Valenciennes qui nous appellent, il y a un problème. De suite, on a compris tous les 2 qu'il y avait eu qu'un des joueurs avait dit ce qui s'était passé, et voilà, donc on s'est retrouvés face à face avec les dirigeants de Valenciennes. En huis clos, pendant près de 45 minutes, Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernays se retrouvent face à face avec Michel Cuencas dans son bureau au stade pour une franche explication. Et je lui dis plus précisément qu'il y a des choses troublantes qui se sont passées. Tapie Bernays en cœur, non, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là où les dirigeants de Valenciennes ont joué un rôle qui était quand même pas très... Je veux dire, ils se sont servis de ça après en disant, bon, si vous voulez, pour pas qu'il y ait de vagues, bon, on essaye de faire un résultat nul, on essaye de faire un match nul, comme ça, il n'y a pas de problème. Selon Bernays, Valenciennes serait donc prêt à enterrer l'affaire à condition que la rencontre se termine par un match nul. Car l'équipe de VA est pratiquement dernière au classement du championnat de France. Et pour rester en première division, il faut absolument qu'elle fasse un match nul, sinon elle risque de descendre en D2. Mais pour que Valenciennes obtienne cet arrangement, il faudrait juste que les joueurs marseillais, eux aussi, ne jouent pas à fond ce soir. Tapie dit non, on joue normalement, donc on joue le match. Face à la justice, Michel Cuencas, le président du club de Valenciennes, a toujours contesté cette version. Dans quelques minutes, le match va commencer. Dans les vestiaires, les joueurs de Valenciennes se font masser. Jacques Glassman, celui qui a dénoncé la corruption, n'est visiblement pas dans son état normal. Jacques avait l'air particulièrement soucieux, livide, j'oserais dire.
à tel point que j'ai été amené à lui demander s'il n'avait pas des problèmes de santé physique ou même des problèmes familiaux, pourquoi pas. Et là, cet instant, il m'a quand même dit que je saurais quoi, comme tout le monde, à la fin du match, parce que la situation était très grave. Dans l'équipe, il y a pourtant un joueur qui connaît la corruption. Jacques Glassman a tout raconté au gardien de but. Avant d'entrer sur le terrain, il sait à quel moment le match va être truqué. Il me dit, Michel, écoute, il y a Robert qui va se blesser dans les 15 premières minutes et Borruchaga va lever le pied. Bonsoir, Valenciennes-Marseille dans un stade comble. La rencontre au MVA est retransmise à la télévision. Pour les deux équipes, le match est important. Valenciennes joue son maintien en première division. L'OM ne veut pas de blessés car dans quelques jours, il y a la finale de la Coupe d'Europe. Ici, ce soir, au stade Ningesser. À ce moment-là, le grand public ignore tout de la corruption et ne sait pas que les numéros 4, 7 et 10 de l'équipe de Valenciennes ont été contactés par les dirigeants de Marseille pour lever le pied, comme l'on dit, c'est-à-dire faire semblant de jouer. Pour la première fois, vous allez comprendre comment se déroule un match truqué et voir comment des joueurs de football font semblant de jouer sans que personne ne le remarque. Cela commence par le comportement de Georges Borruchaga, le capitaine de l'équipe de Valenciennes. L'arbitre repère quelque chose d'anormal. Sur ce match-là, Borruchaga, qui d'habitude est particulièrement virulent, et virulent contre l'arbitre, contre les décisions, ce soir, je l'entends absolument pas. Borruchaga qui se précipite. Et Pelé qui se précipite également. Et là, je me dis, c'est bizarre ce comportement. Ou bien, il s'est vraiment calmé, ou alors il a une attitude incompréhensible. Une attitude incompréhensible, sauf quand on sait que Georges Borruchaga a été approché par l'OM pour lever le pied. Un peu plus tard, à la 20e minute, un autre événement va semer le doute dans l'esprit de plusieurs personnes présentes sur le terrain. Sur un tacle du Marseillais Éric Dimeco, Christophe Robert s'écroule. Dimeco joue le ballon. C'est même pas un tacle par derrière, c'est bien un tacle sur le côté. Dimeco joue le ballon. S'il y avait eu blessure ou s'il y avait eu contact, c'est au niveau du sol, au niveau de la cheville. Et en fait, il se plaint du genou. Ça vous paraît bizarre? Ça m'a paru tout de suite bizarre, ça me paraît bizarre et je continue le match. Christophe Robert a-t-il simulé une blessure? Pour la première fois, des membres de son propre club en parlent ouvertement. Je pense à ce que Jacques Glassman m'a dit, qu'il allait se blesser dans les 10-15 premières minutes. Pascal Guéry, qui est le kiné, nous fait savoir, pas uniquement à moi, mais aux joueurs, que le joueur n'a rien. Il n'a rien. Il n'est absolument pas blessé. Il n'y a pas de marque, parce que quand on prend un coup, il y a des marques. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de gonflement, il peut avoir aussi une luxation ou une entorse. Ce n'est pas le cas. Et le joueur semble vraiment gravement blessé. Effectivement, en appuyant sur son articulation de genou, il s'est encore mis à hurler. Donc là, on s'est dit effectivement, Dimeco l'a peut-être taclé sévèrement. Sur le bord du terrain, le kiné tente de soigner Christophe Robert. A priori, le joueur n'a rien de grave, excepté une forte douleur. Enfin, vous pouvez simuler ce que vous voulez, oui. Simuler une douleur, c'est très facile. Je veux dire que j'ai mal à la tête, vous n'en savez rien. Quand après j'apprends que des joueurs de Valenciennes ont été approchés, je me dis qu'effectivement tout s'explique, tout s'éclaire. Je me dis que le tacle était régulier, que j'ai bien fait de ne pas siffler, que j'avais vu clair. Et ce tacle de Dimeco arrivait vraiment bien. Christophe, je pense qu'il souhaitait vraiment sortir du terrain. Et c'était une opportunité. C'est une manière de lever le pied sans le montrer, c'est-à-dire sans vraiment s'impliquer. Lui ne joue pas, donc si jamais l'équipe est un peu plus faible, ce n'est pas de son fait. Christophe Robert est sorti.
Valenciennes ne joue plus qu'à 10 et Marseille va profiter de cet avantage. Kaman Kovac de s'échauffer pour remplacer au cas où Christophe Robert. Attention, Borsic, but! C'est dur parce qu'on sait qu'il y a quelques joueurs qui nous trahissent. Et puis en plus, on prend un but comme ça et c'est très très dur. Et voilà, cette fois, monsieur... Fin de la première mi-temps, Marseille mène 1-0. Sur le score de 1-0. Les Valenciennois sont abattus. 20 minutes plus tard, la deuxième mi-temps doit commencer dans quelques secondes, mais un incident va éclater juste avant le coup de sifflet de l'arbitre. Le coup d'envoi va être donné dans les 5 secondes et le juge de touche m'appelle. Cette séquence où l'on voit l'arbitre quitter le terrain pour rencontrer les dirigeants de Valenciennes n'est pas montrée aux téléspectateurs. La diffusion du match en différé a permis de couper au montage les réclamations de Valenciennes. Pourtant, une caméra filme sur le bord du terrain. Autour de l'arbitre, les dirigeants de Valenciennes dénoncent la tentative de corruption des Marseillais. Les réserves proposées par l'équipe de Valenciennes parce qu'ils pensent que l'arbitre est marqué de la main et parce que les joueurs de Valenciennes ont été contactés financièrement avant le match. Donc c'est une déstabilisation de l'équipe. Sur le moment même, je me dis que les dirigeants ne savent vraiment plus quoi faire pour pouvoir récupérer le match. Et puis, comme chacun a l'air d'insister, bon, il y a un certain nombre de faits de première période qui me reviennent en me disant « et si c'était vrai ?» Reprise du jeu, c'est parti. Dans la deuxième mi-temps, Valenciennes ne parvient pas à revenir au score. L'équipe de Michel Cuencas est donc définitivement rétrogradée en deuxième division. C'est fini cette fois. Marseille l'emporte donc 1-0 et atteint son objectif, aucun blessé. Le champion de France pour l'Olympique de Marseille, victoire. L'équipe est donc au mieux de sa forme pour la finale de la Coupe d'Europe qui a lieu dans 6 jours. Côté valenciennois, on ne digère pas la défaite. Leur seul espoir maintenant, faire annuler ce match pour triche. Il est 22 h. Dans les vestiaires, les joueurs prennent leur douche. Et pendant ce temps, dans le petit local des arbitres, les dirigeants des deux équipes vont s'expliquer. Derrière cette porte, il y a Bernard Tapie, le président de l'OM, Michel Cuencas, le président de Valenciennes, l'arbitre de la rencontre, et Claude Michel, un représentant de la Ligue nationale de football. Il s'agit là de dénoncer officiellement la corruption. Tout le monde est à l'intérieur. Un incident éclate. Cuencas confirmant que Marseille a essayé d'approcher financièrement les joueurs de Valenciennes. Et Tapie, le ton monte un petit peu, Tapie lui répond. Toi, tu me dis tout de suite, tu me regardes dans les yeux et tu me dis que ce n'est pas toi qui a proposé le match. Michel Cuencas, je le revois ici, baisse la tête et ne répond pas. Tapie semble furieux des accusations qui sont portées contre l'OM. Il réclame des preuves. C'est à ce moment que les dirigeants de Valenciennes vont chercher Jacques Glasman. Glasman vient et Glasman confirme, oui, j'ai été contacté au téléphone par Bernès. Comment tu sais que c'est Bernès, lui dit Tapie. Tu connais sa voix, Bernès? C'est Tapie qui parle là. Voilà. Alors l'autre, il était un petit peu... Oui, je connais... Oui, je suis sûr que c'est lui, je reconnais sa voix et tout ça. Bon. Et Glasman lui dit très justement, il s'est présenté, donc je sais que c'est Bernès de toute façon, Bernès est connu, je confirme que c'est lui. Et à ce moment-là, reprenant l'offensive, Tapie me dit, compte tenu de tout ça, je te demande de ne pas déposer de réserve. Et là, je dis, je suis pas seul à décider, je sors de la pièce. À ce moment-là, je suis assailli par le comité directeur en disant surtout retirer. On est en train de se faire baiser. Le match ne s'est pas joué dans des conditions équitables. Il faut maintenir les réserves. Les réserves, c'est-à-dire les accusations, sont consignées sur la traditionnelle feuille de match. Un document officiel remis à la Ligue nationale de football à la fin de chaque rencontre. Ce jour-là, M. Véniel écrit: à la mi-temps, des dirigeants de VA ont posé des réserves parce que 3 joueurs de Valenciennes ont été contactés par un dirigeant de Marseille avant le match pour laisser gagner l'OM.
Le lendemain, le match OMVA ne fait pas la une des journaux. La France entière est tournée vers Marseille, qui dans quelques jours doit jouer la finale de la Coupe d'Europe à Munich. La presse ne fait qu'évoquer en quelques lignes les accusations de Valenciennes, avec une question, info ou intox? Basile Boli marque de la tête. L'OM est championne d'Europe. Le scénario des Marseillais a donc marché comme prévu. Acheter le match contre Valenciennes il y a une semaine a permis à l'OM d'être dans les meilleures conditions pour gagner. Le stade est en liesse, mais derrière la joie que procure cette coupe, l'affaire OMVA plane déjà dans les esprits. La victoire de Munich, ça, pour moi, c'est quelque chose, même si ça a été une grande joie, je veux dire, mais je pourrais regarder les images, d'ailleurs, les photos, vous ne me verrez jamais dans des situations de grande allégresse, quoi. C'est-à-dire pendant le match de Munich, vous continuez à penser à Valenciennes? Tout à fait. Tout à fait, parce que je savais que bon, j'étais partie prenante. D'ailleurs, j'ai assumé tout ce que j'ai fait. Je savais, donc s'il y avait des problèmes, s'il y avait des histoires, je savais très bien que je saurais m'aider à cette affaire-là. L'affaire OMVA commence le lendemain de la Coupe d'Europe, lorsque la Ligue nationale de football examine la plainte de Valenciennes. À la suite des réserves et des accusations relativement graves qui étaient portées sur la feuille de match et dans les rapports des officiels, la Ligue demande au juge Alphen et à un autre membre de la Ligue de bien vouloir entendre les participants. Membre bénévole de la Ligue, le juge Eric Alphen est chargé d'une enquête interne. Il entend les protagonistes de l'affaire. Jacques Glassman confirme ses déclarations. Jean-Jacques Eddy l'a bien appelé la veille du match. Jean-Jacques m'a dit qu'il fallait que je lui donne un coup de main, que Marseille devait absolument être champion et que le club était sûr de me donner l'argent, 200 000 francs par personne. Jean-Jacques Eddy, joueur de l'OM et intermédiaire de la corruption, lui, nie en bloc. Je n'ai absolument pas appelé Christophe Robert, ni Glassman, ni Bourruchaga ce soir-là. Parole contre parole, la Ligue décide de réunir un conseil extraordinaire. Un vote est organisé pour savoir s'il faut saisir la justice. Personne n'est très chaud. La décision de déposer plainte, d'entamer une procédure pénale qui a été prise par le conseil d'administration de la Ligue n'a pas été prise à l'unanimité. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'au sein de la Ligue, beaucoup de ses membres ne voulaient pas qu'on dépose plainte. À l'intérieur de la Ligue, il n'y a pas d'enthousiasme à voir la justice se mêler des affaires du football. Finalement, dans une lettre adressée au procureur de la République de Valenciennes, Noël Le Graët, le président de la Ligue nationale de football, décide de porter plainte contre X le 4 juin 1993. C'était une histoire simple, passionnante. Où est passé l'argent? Qui l'a donné? Je comprends aujourd'hui que c'était un véritable cocktail très attractif. Une affaire à l'interface entre le sport, le football qui est quand même le plus populaire en France et au monde, et puis l'argent, le pouvoir, la politique. Donc tout ça, tombant à une période d'été un peu creuse généralement pour les médias, font que cette affaire a pris une importance énorme. Dès le début de l'enquête, le procureur de Montgolfier et le juge Béfi sont chanceux. Ils mettent la main sur une pièce à conviction essentielle, le listing téléphonique du Novotel où dormaient les Marseillais. Ils remarquent que Jean-Pierre Bernès, chambre 234, a bien appelé la veille du match l'hôtel des joueurs de Valenciennes pendant plus de 20 minutes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu cet appel et que s'il y a eu corruption, eh bien j'ai la démonstration, j'ai la preuve de l'existence du vecteur. C'est cette conversation téléphonique. Sans le listing, on n'allait pas plus loin. S'il avait disparu, il n'y aurait pas eu d'affaire. Sur quoi serions-nous partis? Juste sur des déclarations verbales? Non. C'était à l'image
du début à la fin de cette affaire, hein, toutes les bêtises qui ont été faites, je veux dire, comme téléphoner de machin. Hein, bon, c'est tellement gros que, je veux dire, ça montre le degré dans lequel on était à ce moment-là, quoi. Je crois que à ce moment-là, on ne devait pas être très très bien, quoi. Le listing est une pièce très convoitée. Les juges ne sont pas les premiers à le réclamer. C'est ce que révèle le directeur de l'hôtel Novotel au procureur de la République qui vient lui rendre visite. Et il cite notamment Bernès. Bernès qui lui avait téléphoné pour lui dire mais sur votre listing, vous avez un listing, oui. Sur votre listing, quels sont les numéros qui apparaissent? La réponse était une partie des numéros, mais suffisamment identifiables. Voilà, donc nous n'étions pas les premiers. À cause du listing, Jean-Pierre Bernès devient la cible des juges. Son président, Bernard Tapie, est pour l'instant hors de cause. Son nom n'est même pas cité. Et pourtant, dès les premiers jours de l'enquête, il fait appel à un avocat de Valenciennes, mais son rôle va être un peu particulier. Il me demande de prendre des contacts avec le juge d'instruction, avec le procureur et de m'informer. Ce qu'il veut en réalité, c'est d'avoir sur place à Valenciennes un point d'information. Je suis le local de l'étape. Il y a une instruction qui démarre. On est en début juin et il veut être informé. La première mission de l'avocat est une mission délicate. Bernard Tapie, qui n'est pas dans le dossier, lui demande d'organiser une rencontre discrète avec les juges de Valenciennes. Le procureur accepte sans hésiter. C'est quelqu'un que je ne craignais pas de rencontrer, que j'avais même une certaine curiosité à rencontrer. Et on convient que ça se fasse le soir, alors que le palais de justice est vide. Pourquoi? Parce qu'on veut garder la confidentialité de l'opération. Si Bernard Tapie vient à Valenciennes, au palais de justice, c'est sûr que ça va faire jaser. Le rendez-vous du 23 juin est l'événement qui marque la première erreur de Bernard Tapie. Ce jour-là, le patron de l'OM vient convaincre le procureur Éric de Montgolfier de classer le dossier. La rencontre a lieu à 20h, à l'abri des regards. Bernard Tapie entre dans le tribunal par une porte dérobée. L'entretien va durer 1 heure. Très vite, le patron de l'OM fait comprendre au procureur qu'il est aussi un ancien ministre de François Mitterrand. Je crois que ça a dû commencer à peu près comme ça. J'étais l'autre jour à l'Élysée. Bon, on est rentré dans le vif du sujet, là, je dis. Et puis voilà l'homme d'influence qui apparaît. Je vous dis, ça commence mal. Enfin, ça commence mal et plutôt bien pour moi. C'est-à-dire, s'il se sent, lui, obligé de commencer sur ce thème, je suis un homme important. Bon, puis ça a été un peu flagorneur. Bon, il ne fallait pas rester ici tout le temps. Et, enfin, écoutez, je suis un grand homme, vous êtes un grand homme, mais vous n'avez pas votre place. Bon, c'était ça, manifestement. Mais ce qu'ignore Bernard Tapie, c'est que le jour de ce rendez-vous, la police a retrouvé près de Périgueux l'argent de la corruption. 250 000 francs en liquide, découvert dans le jardin de la tante de Christophe Robert, un des joueurs de Valenciennes contacté par l'OM. Il peut parler et me dire qu'il n'y a pas eu de corruption. Ça changerait, je le sais, moi. J'ai les éléments pour le savoir. Donc voilà, on a le listing et l'argent. On n'en a jamais tant eu dans une affaire de corruption. Et l'homme d'influence vient m'expliquer qu'il a de l'influence et qu'il faut mieux que j'abandonne parce que c'est une erreur. Il ne peut pas y avoir corruption. Et on sent que Bernard Tapie n'a pas réussi à le convaincre et qu'il s'en est rendu compte. Parce qu'il a... J'ai l'image d'un lion qui se jette sur une paroi, qui essaie d'accrocher, qui n'y arrive pas. C'est ce jour-là qu'il met le pied dans le dossier. Parce qu'il en fait beaucoup. Beaucoup trop. Oui. Je me demande si parfois ça n'aurait pas beaucoup changé les choses. Peut-être on serait arrêté à Bernès. À condition de ne pas connaître Tapie. À condition de ne pas avoir mesuré combien il était incapable de ne pas être le premier sur le front. C'est dans sa nature. Comment peut-on, quand on connaît un peu Tapie, quand on voit Bernard Tapie, comment peut-on penser qu'une corruption de cette nature se passe sans lui ? Justement, vous me laissez tranquille, je ne ferai pas de déclaration ce soir. Est-ce que vous avez eu un contact avec Christophe Robert? Non, absolument pas.
Vous-même, est-ce que vous en êtes sûr? Quelles sont les deux personnes que vous avez eues au téléphone? Vous les avez reconnues? Tout le monde le sait, hein. Alors dites-le. Valenciennes est envahie par des centaines de journalistes venus du monde entier. Chaque jour, pendant 3 mois, l'OMVA fait la une de l'actualité. Pour la première fois dans l'histoire du football, une affaire de corruption est mise sur la place publique. Bernard Tapie, lui, n'est toujours pas inquiété par la justice et pourtant il a mis en place une stratégie de défense. Dès qu'il a quelque chose à dire, il utilise les médias pour le faire savoir. Qui peut croire qu'il y a à l'Olympique de Marseille des gens qui ont si peu confiance en leur équipe qu'il faille acheter les joueurs de Valenciennes pour gagner? En fait, il utilise à certains moments la télévision comme arme de combat et comme système de défense. Il est son propre avocat sur la scène publique. Ça nous gênait moins de donner la parole à Bernard Tapie dans la mesure où on avait de toute façon la contre-parole. Parce qu'il a eu assez vite un adversaire, je dirais, à sa mesure, un adversaire médiatique, qui était Montgolfier, qui ne manque pas, lui non plus, de courage, de tchatch, et qui a utilisé quand même cette petite lucarne alors que ses prédécesseurs ou ses collègues ne le faisaient pas du tout. C'est une première dans les annales de la justice. Un procureur de la République fait des conférences de presse quotidiennes sur l'évolution de son dossier. On va s'attaquer maintenant aux corrupteurs et je crois que le juge est tout à fait décidé à ouvrir ce second tiroir. Désormais, les deux hommes se livrent combat devant la France entière. On ne va pas faire cette enquête pour savoir ce qui s'est passé, on va la faire pour démontrer que l'OM est coupable. Et ce que vous allez appeler pendant 3 mois de sources judiciaires, dans les milieux de l'enquête, de sources bien informées, ne sont que des ragots de chiottes véhiculés par des gens dont le métier devrait les mettre au-dessus de tout soupçon. Voilà comment on va arriver à une mécanique implacable qui fait de nous, depuis 3 mois, incoupables. En face de moi, il y avait un animal politique qui est peut-être d'abord un animal médiatique. Il fallait répondre, il fallait pas laisser la possibilité à l'opinion publique de penser que le dossier était en train de s'éteindre. Plus qu'un moyen de défense, la télévision devient une arme pour faire pression sur les juges. Et Bernard Tapie va s'en servir. Début juillet, Jean-Jacques Edli, le joueur de l'OM, est sur le point d'être incarcéré. Du coup, l'avocat de Bernard Tapie demande à voir le procureur pour lui proposer un marché. Bernard Tapie doit passer, je me souviens de cet argument. Bernard Tapie doit passer ce soir à TF1. Si Edli ne va pas en détention, il n'ira pas à TF1. Le procureur refuse, Jean-Jacques Edli va en prison et Bernard Tapie parle à la télévision. Un garçon comme Edli qui sort de chez le juge d'instruction en se faisant taper dans la camionnette, est-ce que c'est vraiment ça la justice de ce pays? Je crois que c'est le pilier essentiel de notre démocratie. Laissons-lui faire son boulot. Les juges en sont convaincus. Bernard Tapie utilise la télévision pour faire pression sur le dossier. Et quand ça ne suffit pas, le président de l'OM peut se montrer plus direct. Je me rappelle très bien d'une de ses phrases au cours d'un interrogatoire où il m'a dit Monsieur le juge, je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose parce que j'aurai du mal à expliquer à l'opinion publique que j'y suis pour rien. Pendant toute cette affaire, le juge Béfi subit des pressions de toutes parts. Chaque jour, des dizaines de lettres anonymes arrivent sur son bureau. Insultes, menaces sur sa femme et ses enfants, condamnation à mort. Si tu continues à nous cracher dessus, on monte chez toi. On tue ta chienne de femme. C'est vrai que la première nous choque, la deuxième lettre
de menaces vous ébranle un peu, puis au bout de la troisième, on commence par s'habituer. Le 14 juillet 1993 fera date dans l'histoire de la justice. La traditionnelle Garden Party bat son plein et pour la première fois, un président de la République s'exprime publiquement dans une affaire en cours. L'interview fait scandale, car François Mitterrand s'en prend directement au magistrat de Valenciennes. Il n'appartient pas au juge d'informer qui que ce soit pendant le temps de sa réflexion et de son étude. Il faut que ceux qui sont chargés de l'instruction observent les règles élémentaires qui sont celles de la République. À ce point, on n'a jamais vu l'exécutif sermonner, tant c'est le judiciaire aussi fort que l'a fait ce jour-là le président de la République. Et Mitterrand va plus loin jusqu'à défendre avec force et fermeté Bernard Tapie, un de ses anciens ministres. Sur l'affaire elle-même, vous connaissez bien Bernard Tapie, vous en avez fait un ministre de la République. Est-ce que vous avez un sentiment sur l'affaire? Bien, vous parlez de Bernard Tapie, vous voyez, ça va vite, hein. Comme si, hein, déjà... Bon. Non, il est président de l'OM. Non, oui, d'accord, mais enfin, moi, je comprends généralement assez vite. Généralement, hein, pas toujours. Je vois bien que dès que je pose la question, le grand faux se réveille, est prêt à, au fond de sa patte, à me renvoyer dans mes buts. Il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. À mes yeux, hein, comme mes yeux étaient là, excellent ministre. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie. L'intelligence et une énergie. Très bien. Alors, pourquoi le mêler pour l'instant à cette affaire, alors que le nom de Bernard Tapie n'a pas encore, s'il devait l'être, je dis encore, n'a pas été prononcé. Il est en train de dire publiquement, enfin, comment peut-on justifier une telle poursuite? Bernard Tapie est un homme si bien. En gros, c'est ce qu'il dit. Président, il est le garant de l'indépendance des magistrats. Je ne pense pas que ce soit dans sa fonction d'intervenir sur une affaire judiciaire en cours. Pour mieux convaincre que Bernard Tapie et son club ne sont en rien responsables dans cette affaire de corruption, François Mitterrand prend parti. Ouais, l'OM, je l'aime bien. C'est quand même une grande équipe qui doit en effet beaucoup à Bernard Tapie. Et je n'arrive pas à comprendre, c'est la question, alors qu'en tant que citoyen, pas en tant que président de la République, je n'ai aucune information particulière, je le répète, que je me pose. En général, on cherche un mobile. Mais quel était l'intérêt de ce grand club que de se lancer dans une affaire aussi douteuse et aussi choquante pour rien? Je suis étonné de l'implication qui met dans cette affaire. D'autant plus qu'à ma connaissance, ce n'était pas un grand spécialiste du football, donc il a dû être légèrement briefé par son ministre de la ville. Bernard Tapie. Oui. Un président de la République qui prépare une intervention de ce type cherche à s'informer d'abord. Pas forcément personnellement. Ou personnellement, ou par l'intermédiaire d'eux. Mais je pense que Bernard Tapie a un contact direct avec le président de la République. François Mitterrand parle à la télévision pendant plus de 10 minutes de l'affaire OMVA. Les juges de Valenciennes comprennent vite le message. C'est souvent d'ailleurs une question qu'on m'a posée, mais une affaire comme celle-là, vous avez dû avoir des pressions politiques, des coups de téléphone, etc. Je n'ai jamais eu de coup de téléphone de nature politique me disant « faut faire ceci, il faut faire cela ». Je veux dire, c'était inutile. Vous avez eu une pression qui a eu lieu en direct devant des millions de téléspectateurs. Ce 14 juillet 1993, dans les jardins de l'Élysée, l'homme du jour s'appelle Bernard Tapie. Le président de la République le défend à la télévision et va jusqu'à s'afficher à ses côtés devant les photographes pour bien marquer son soutien au président de l'OM. Le lendemain, les critiques de François Mitterrand à l'égard des juges ne tardent pas à être suivies des faits. Le procureur Éric de Montgolfier est convoqué à la chancellerie par Pierre Meignery, le garde des Sceaux, pour se faire taper sur les doigts. Le garde des Sceaux a souhaité que le procureur de la République de Valenciennes revienne à un mode de communication plus habituel avec la presse. On souhaitait que je ne parle plus à la télévision, que je rédige mes communiqués et que je les lise éventuellement. Mais
Pas que j'improvise. Le procureur de la République qui faisait l'ouverture du journal de 20h en direct, là je commençais à manifestement empiéter sur une chasse gardée, celle des politiques. Août 1993, Bernard Tapie est dans le collimateur de la justice. Et pour cause, le patron de l'OM a fait pression sur un témoin. Cela s'est passé au siège de Bernard Tapie Finance, à Paris, mi-juin, 3 semaines après le match. Bernard Tapie a reçu dans son bureau, en toute discrétion, l'entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac. En échange d'une importante somme d'argent, près de 300 000 francs, Bernard Tapie lui a demandé de faire un faux témoignage qui innocenterait l'OM. C'est Bernard Tapie en personne qui m'a dit ce que je devais raconter au juge, à savoir que j'avais bien reçu un appel de Jean-Pierre Bernès dans la soirée du 19 mai. Cette déclaration est capitale, car Jean-Pierre Bernès n'a passé qu'un seul coup de téléphone la veille du match vers l'hôtel des joueurs de Valenciennes, comme l'atteste le listing téléphonique. Et s'il était en ligne avec Primorac, il n'a donc pas pu appeler les joueurs de Valenciennes pour leur proposer la corruption. Avec ce faux témoignage de Boro Primorac, l'OM est disculpé, il n'y a plus d'affaires. Mais voilà, l'entraîneur de Valenciennes craque et décide d'aller raconter au juge comment Bernard Tapie lui a demandé de mentir. Le juge d'instruction part pour Paris, direction le siège de Bernard Tapie Finance. Il veut entendre le patron de l'OM afin de vérifier les déclarations de Boro Primorac. Cette audition s'organise dans le plus grand secret. Soit je convoquais Bernard Tapie dans mon bureau pour l'entendre sur les déclarations de Primorac. Dans ce cas-là, j'imagine que dans les jours qui précèdent cette audition, il aurait réuni ses avocats, il m'aurait fait une réponse, je dirais, adaptée. Hein. Soit j'essayais d'obtenir une réponse peut-être plus sincère, et j'allais effectivement, je dirais, surprendre Bernard Tapie dans son bureau pour essayer d'obtenir une réponse plus spontanée. Ce rendez-vous est capital. Dans le bureau sont présents Bernard Tapie, le juge Béfi et Boro Primorac accompagné de son avocat. Personne n'est à l'aise. Moi, comme avocat, je me trouve là. Certes, le juge m'y a autorisé, mais parce que je suis avec Primorac et je m'interdis de dire quoi que ce soit, mais je regarde, je suis observateur. Primorac qui se retrouve dans une situation qu'il a vécue quelques semaines au préalable. Le juge qui lui rencontre, il faut s'en rappeler aussi, pour la première fois Bernard Tapie. C'est la première fois que le juge voit Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie, bien sûr, est quelqu'un de relativement impressionnant. Bon, alors après, au juge de faire abstraction de tous ses sentiments pour accomplir son travail et traiter Bernard Tapie comme n'importe quel justiciable. Pour vous dire que le juge tient à montrer qu'il représente l'autorité judiciaire en la matière, c'est que Bernard Tapie va offrir à boire, par exemple, et va se proposer de se lever. Il fait non, vous ne levez pas, vous demandez éventuellement, on vous apporte de l'eau, etc., mais c'est pas vous qui allez chercher quoi que ce soit. Donc le juge est... Parce qu'il y a quand même un rapport de force qui s'installe dans des personnages qui ne sont pas tous à l'aise. Bernard Tapie doit maintenant répondre à une question embarrassante. A-t-il oui ou non rencontré Boro Primorac dans son bureau? Lorsque je lui pose la question de savoir s'il connaît Boro Primorac, là, il me répond de manière un petit peu théâtrale. Tapie, c'est là qu'on voit qu'il s'est quand même ressaisi, va dire, monsieur Primorac, il le regarde, il le fixe, il dit... Primorac, je l'ai vu, bien sûr, je le connais, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, et je suis sûr que M. Primorac s'en souvient. La première fois, c'était à l'occasion, effectivement, du match contre l'OM au mois de mai. Et donc là, effectivement, il laisse planer quand même un certain suspense. Et il y a un silence qui s'installe où le juge lui dit oui, et la deuxième fois, puisque la première, c'était seulement pratiquement fin mai, et la deuxième fois, la deuxième fois, c'est aujourd'hui. La deuxième fois, c'est aujourd'hui. J'ai vu 2 fois M. Primorac. Donc, vous l'avez jamais vu le 17 juin. Je n'ai jamais vu M. Primorac, c'est là qu'il y a... Je n'ai jamais vu M. Quelques mots frais, hein, pas là. Je n'ai jamais vu M. Primorac le 17 juin. En déclarant qu'il n'a pas reçu Boro Primorac dans son bureau, Bernard Tapie vient de commettre sa 2e erreur. La chose la plus simple, sans rentrer dans les détails, c'était de dire
qu'il avait vu Primorac. À partir de là, on était très rapidement dans un rapport de la parole de l'un contre la parole de l'autre, et toutes les thèses pouvaient s'opposer. D'un Primorac qui serait venu pour dire moi j'ai besoin de boulot à cause de vous, machin, mon club, le club descend, mon contrat n'est pas renouvelé. Bon, Mais là, prétendre que Primorac n'est pas venu dans le bureau de Bernard Tapie à 15h le 17 juin, eh bien, c'est un fait matériel, je dirais, dont on peut apporter la preuve ou la preuve du contraire. Eh bien, moi je suis très tranquille dans ce dossier. Je n'ai jamais vu M. Primorac le 17 juin, mais en plus, vous allez être surpris de savoir avec qui j'étais, qui est un homme très important. Le juge Béfi est perplexe. Boro Primorac aurait-il menti? Pour le savoir, il doit absolument retrouver qui est l'homme si important qui était dans le bureau de Bernard Tapie le fameux 17 juin 1993. Il n'est pas le seul à chercher, les journalistes aussi. Nous, le premier réflexe qu'on a à la rédaction du Point, devant cette espèce de superbe, c'est de se dire, il était avec Mitterrand. Ça avait l'air tellement énorme. Bon. Et la première chose qu'on a vérifiée, c'est, est-ce que par hasard, il n'aurait pas été avec Mitterrand? Ça aurait été tellement beau. Ça aurait été tellement beau qu'il sorte cette carte-là de son jeu. Mais François Mitterrand n'était pas avec Bernard Tapie. Les journalistes contactent alors des dizaines d'hommes politiques. Par exemple, Bernard Kouchner, mais c'est une mauvaise piste. Ils appellent aussi Laurent Fabius, là encore c'est une mauvaise piste. Et puis ils ont une idée. Jacques Mélic, ancien ministre et maire de Béthune. On savait qu'il connaissait bien Bernard Tapie, puisque Bernard Tapie possédait l'usine Testu à Béthune, et donc on imaginait bien qu'il avait des relations avec Jacques Mélic. Donc c'était un de ceux, d'une certaine manière, sur lesquels on comptait un tout petit peu plus que sur les autres. Les journalistes du Point appellent en mairie de Béthune, et là, ils obtiennent un scoop. Surprise, Jacques Mélic a une formule très ambiguë. Il dit « je ne confirme ni ne dément ». Bon, et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a considéré que c'était un oui. Et par conséquent, notre première idée est de se dire c'est une très mauvaise nouvelle pour Boro Primorac. Parce que si un ministre nous dit que le 17 juin à 15h, il est avec Bernard Tapie, comment Primorac peut-il continuer à dire qu'à la même heure, il y était aussi? Et pourtant, l'entraîneur de Valenciennes persiste et signe. J'ai bien vu Tapie, mais c'est Tapie, 17 juin et c'est tout. Tapie dit, Primorac ment. Tapie dit, moi, il ne m'a jamais traité menteur devant la juge et je mène jamais. Je parle pas trop, mais je mène jamais. L'article du Point sort dans les kiosques. Pour le grand public, Bernard Tapie a un alibi. Le 17 juin, il n'était pas avec Boro Primorac, mais avec Jacques Mélic. Face aux révélations du Point, le juge Béfi cherche des preuves. Il décide d'aller saisir les agendas de Jacques Mélic pour vérifier qu'à 15h, le 17 juin 1993, le maire de Béthune était bien chez Bernard Tapie. Les feuilles sur lesquelles étaient notés les rendez-vous de Jacques Mélic ce jour-là, le 17 juin 1993, eh bien, toutes ces feuilles ont disparu. Je me fais conduire par le personnel de la mairie dans le lieu, dans le local où sont entreposés ces cartons. Hein, et là, je me rends compte qu'il manque précisément, ils étaient tous là, sauf celui-là, le carton concernant la date du 17 juin. L'agenda a disparu. Il faut donc s'en tenir à la parole de Jacques Mélic, mais le maire de Béthune n'est pas très précis dans ses déclarations. Je sais que je suis arrivé un petit peu avant 3h parce que j'avais l'heure de ma voiture et puis voilà quoi. 14h30, on trouve de 14h30 à 5 minutes près. L'emploi du temps de Jacques Mélic fait la une de l'actualité. Chaque jour, le maire de Béthune change de version. Je crois que l'alibi n'est pas monté. Le principe de l'alibi est retenu. Je crois vraiment que ça s'est fait très rapidement et que Mélic a dit « d'accord, je veux bien te servir d'alibi pour ce 17 juin à 15h ». Et Tapie doit lui dire « bon bah, on le dit à personne et puis on se mettra d'accord après s'il faut sur les détails ». Jacques Mélic va ainsi commettre un faux pas qui lui sera fatal. Lorsqu'il indique l'heure à laquelle il a soi-disant quitté le bureau de Bernard Tapie ce 17 juin. Je suis parti autour de 3h30, mais... Jacques Mélic déclare qu'il a quitté Bernard Tapie à 15h30 et qu'il est arrivé à Béthune à 17h. Soit 1h30 pour parcourir plus de 200 km, une prouesse d'automobiliste. Les journalistes jouent les détectives.
Chronomètre en main, ils font le trajet Paris-Béthune. Leur démonstration est sans appel. Cet après-midi, notre équipe a chronométré le trajet. En roulant entre 140 et 170 km/h, il lui a fallu 1h40, pas moins, pour relier Paris à Béthune. Alors, Jacques Mélic ne pouvait pas être à Béthune à 17h en partant de Paris à 15h30. Son alibi ne tient plus. Le 12 août, coup de théâtre. Une preuve matérielle va définitivement discréditer le témoignage du maire de Béthune. Rebondissement dans l'affaire. Une photo l'atteste. Le 17 juin à 14h, Jacques Mélic participait à Béthune à une réunion avec le personnel de la mairie. À cette heure-là, il ne pouvait donc pas être dans le bureau de Bernard Tapie à Paris. Malgré l'évidence, Bernard Tapie continue de soutenir sa version. Sur l'honneur, vous maintenez votre première version? Je n'ai pas besoin de dire sur l'honneur, mais pensez en dehors de mon honneur qui est évidemment en cause, pensez au moins à mon intelligence, qui elle est jamais mise en cause. Mon honneur, plus souvent. Si un jour je demande à un ami à moi de me servir d'alibi, croyez-vous que nous serions plus sots que le juge Béfi au point de prendre quelqu'un qui ce jour-là faisait autre chose et que cette autre chose était identifiable? Bernard Tapie a beau se défendre à la télévision, les juges en ont la preuve, il ment. Désormais, son implication dans l'affaire OMVA ne fait plus aucun doute. Pour en venir là, pour qu'un ancien ministre n'hésite pas à appeler à son secours un ancien ministre pour commettre un faux témoignage, il fallait vraiment que les intérêts soient puissants et que Bernard Tapie soit mêlé. Et à partir du moment où on démontre que Bernard Tapie a menti au sujet de la venue de Primo Ragno dans son bureau, eh bien ça le décrédibilise lorsqu'il nie tout fait de corruption, enfin comme toute participation personnelle à ces faits de corruption. Après 2 ans d'enquête et 2 longs procès, les sanctions tombent. Christophe Robert, joueur de Valenciennes, reconnu coupable de corruption, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, il est entraîneur à Saint-Étienne. Jorge Burruchaga, joueur de Valenciennes, reconnu coupable de corruption, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Depuis, il est retourné en Argentine. Jean-Jacques Edli, joueur de l'OM, reconnu coupable de corruption, a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Depuis, il joue en Suisse. Jean-Pierre Bernès, directeur général de l'OM, reconnu coupable de corruption, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Depuis, la Fédération internationale l'a réintégré dans le football. Jacques Mélic, ancien ministre, a été privé de ses droits civiques, est interdit de se représenter jusqu'en 2001. Depuis, il est homme d'affaires. Bernard Tapie, président de l'OM, ancien ministre et ancien député, a été condamné à 8 mois de prison ferme pour corruption et subornation de témoins. Depuis, il est acteur au théâtre. Enfin, Jacques Glassman, joueur de Valenciennes, celui qui a dénoncé la corruption, est aujourd'hui au chômage. Pour le monde du football, il reste ce que l'on a coutume d'appeler une balance. Voilà pour cette enquête signée Jean-Marie Goy et Guy Lagache. Comme vous l'avez remarqué dans le document, Bernard Tapie n'a pas souhaité revenir sur cette affaire devant nos caméras. Il affirme aujourd'hui avoir tourné la page, il poursuit une carrière d'acteur. La reprise au théâtre de Vol au-dessus d'un nid de coucou est un véritable succès populaire. Comme vous le voyez sur ces images, l'homme comme l'acteur attire toujours le public. Beaucoup moins médiatique cette fois, Jean-Pierre Bernès. Il ne s'était pas exprimé depuis 7 ans avant ce document. Il vit aujourd'hui à Marseille et reste toujours hanté par l'affaire OMVA. On l'écoute. Ce sont des événements qui m'ont marqué à vie, quoi, je veux dire. Donc, je suis sûr que dans quelques années, dans le futur, je penserai encore à cette affaire-là.
Mais il ne faut pas que j'y pense de façon négative, même s'il y a eu beaucoup d'aspects négatifs. Il faut que j'essaye d'y penser sur des côtés positifs. Autrement, on ne vit plus, quoi, hein. Je conçois la vie peut-être différemment. Je me suis fait d'autres amis. Tout ce qui brille, pour moi, c'est peut-être moins important que des gens beaucoup plus simples. Vous voyez, je suis revenu un petit peu sur Terre. Hein. Parce qu'il faut savoir, bon, pendant 7 ans, bon, à la fin, même moi-même, je ne savais plus où j'étais sur un nuage. J'étais inabordable, agressif, on ne pouvait pas parler avec moi, je me prenais pour un autre. Je veux dire, tout ça, j'ai fait le bilan de ma vie. Hein. Et quand j'ai fait le bilan de ma vie, je m'aperçois qu'en fait, j'étais pas moi-même et je suis moi-même maintenant. Voilà, c'est ainsi que se termine Secret d'actualité. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. Merci à Jean-Marie Goua, Guy Lagache, Catherine Herel, tous ceux qui ont participé à la préparation de ce magazine. À très bientôt, bonne fin de soirée sur M6.